oui, je suis toujours amoureux du jeu de football. Il y a beaucoup d'évolutions dans le football qui sont positives. Il y en a d'autres qui, à mes yeux, le sont moins. Le football professionnel fait des gros efforts pour essayer de suivre les quatre grands dont on ne fait pas partie, contrairement à ce qu'on a pu croire. Mais bon, globalement, ces fonds de pension américains, chinois ou autres qu'achètent les clubs, l'identité se perd un peu, voilà. Non, mais je ne suis pas du genre à dire ah de mon temps c'était mieux, c'était autre chose. Donc le football me passionne toujours, évidemment. Le football réel, il est à la fois à la base, qui reste avec nos plus de 2 millions de licenciés, dont 54% ont moins de 18 ans, ça reste un creuset d'éducation, de bien vivre ensemble, d'intégration exceptionnel. Dans une période difficile, justement, où le bien vivre ensemble est parfois difficile. Donc ce football-là, de la base, avec ses 400 000 bénévoles, ses 15 000 clubs, ça reste un petit bijou qu'il faut bien préserver. Et puis après, oui, tu as raison, je me retrouve plus dans le football de sélection, où il n'est pas question d'argent, ou très peu, bon, les primes, mais les primes, le titre de champion du monde 2018, pour Kylian Mbappé, c'est même pas 20% d'une mensualité au PSG, donc ne parlons pas. Donc dans le football de sélection et singulièrement au plus haut niveau, celui de l'équipe de France, effectivement, il y a une espèce de fraîcheur, d'absence d'arrière-pensée, de transfert, d'argent. C'est assez plaisant, oui. Ce que fait le Qatar avec le Paris Saint-Germain, bon, c'est intéressant. Pour autant, on voit que c'est un club. Alors, est-ce dû à ses structures? Est-ce dû à une espèce d'omnipotence de Doha qui dirige sans être là, qui répercute sur un représentant, Nasser El Khelaifi, qui a lui-même 14 casquettes, patron de presse, patron de club, président de la fédération de tennis du Qatar, qui est là sans être là, qui délègue à une armée mexicaine de dirigeants, etc. Donc, pour l'identité club, ça reste à affiner et à faire la preuve que ça peut être la panacée. Le plus pénible, je l'évoque longuement dans le livre, c'était cette campagne anti-Jacquet qui avait été initiée par mon ancien journal, L'Équipe, dès le début de la prise de fonction d'Aimé en 1994, quoi. Alors c'est vrai que les matchs n'étaient pas enthousiasmants. La qualification à l'Euro 96 était loin d'être acquise. Quand on se souvient d'où on partait avec Israël, Bulgarie, ce coup de tonnerre dans le football français, qu'embarque le président, démission, le sélectionneur, démission, personne ne veut prendre l'équipe de France. On confie à Jacquet un intérim dont tout le monde pense qu'il va durer quelques mois. Résultat des courses, l'intérim, il va durer 5 ans. Il va nous amener très vite en demi-finale de l'Euro 96, qui est inouï quand on sait d'où on vient. Aimé Jacquet va rester invaincu pendant 30 matchs. Et malgré tout, l'équipe s'est acharnée à disséquer le jeu, la valeur artistique des matchs, etc., plus que le résultat et le contexte du moment. Et voilà, et ça a duré jusqu'au bout, quoi. Je rappelle toujours la vieille histoire, le dernier match de préparation qui est si important pour le moral des troupes, quoi. C'est le 5 juin, je crois, on va à Helsinki et on bat la Finlande 1-0. Alors c'est pas le match du siècle, j'en suis d'accord. Mais bon, voilà, le lendemain, le camarade Ejnès qui écrit on est au pied de l'Everest et on est en espadrille, quoi. Donc voilà, c'est la liberté de penser au début que c'est pas l'homme de la situation, d'estimer que ses options de jeu sont un peu défensives, que le Bordeaux de la grande époque dont il était l'entraîneur n'a pas fait rêver grand. Ok, toute opinion est respectable par définition. Ce que j'ai déploré surtout, c'est cette obstination systématique, jusqu'au boutiste et grinçante, parfois ironique et pas méprisante, parce que c'est pas de l'équipe, je tiens à le préciser aussi souvent, mais l'équipe c'est un faiseur d'opinion, c'est un leader, il donne la température. Et les magazines, les hebdos, les mensuels
qui parlent de foot une fois tous les 2 ou 4 ans quand se profile une phase finale de grande compétition, bah, évidemment, ils ont pris la roue de l'équipe et ils en ont rajouté sans vergogne et dans des termes ou des caricatures vraiment inadmissibles. Alors, l'évolution de l'équipe, j'essaierai de l'apprécier plutôt par rapport à l'évolution du monde des médias et des moyens de communication. Parce que l'équipe, comme tous les médias de presse écrite, doivent depuis 10 ans, si ce n'est pas 20 ou davantage, s'adapter. Voilà, quand l'équipe était seule sur le marché, qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, la télévision ne donnait pas du football. Moi, Fernand Sastre, le président, m'a raconté qu'une année, il avait dû batailler avec Georges Decaune, qui était le patron de l'ORTF à l'époque, des sports à l'ORTF, pour diffuser la finale de la Coupe de France, dont non seulement personne ne voulait payer pour la diffuser, mais même gratuitement, il a fallu, je crois, que la fédération paye les frais de production. Voilà, donc donc l'équipe pouvait raconter, l'équipe avait des pages entières et c'était la référence, il y avait tout. Et puis après, sont arrivées les émissions, les chaînes se sont multipliées, les chaînes payantes, les plateformes. Maintenant, si tu veux voir du football à la télévision 7 jours sur 7, 24/24, c'est pas difficile. Hein, si tu es abonné à toutes les plateformes, c'est facile. Donc je pense que surtout l'équipe a bien répondu pendant un certain nombre d'années, a changé sa manière d'appréhender les matchs, a délaissé de plus en plus le narratif pour faire de l'analyse, pour faire du magazine, elle est passée à la couleur, etc. Il reste que globalement, la presse écrite par rapport à tout, la profusion de tout ce qui nous est proposé maintenant avec les technologies modernes, sur ton téléphone, sur ta montre, sur ta tablette, tes ordinateurs, tu as tout tac à la demande. Donc quand le lendemain matin, l'équipe arrive chez le libraire ou dans les kiosques, il y a des tas de gens qui se sont dit « mais j'ai pas besoin, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre ?» Ils font beaucoup d'efforts encore pour essayer de nous apporter des petits plus, mais c'est de plus en plus difficile. Donc on peut comprendre les difficultés que traverse le journal, mais j'adresse ici encore temps un très amical soutien à mes camarades de la rédaction de l'équipe. Le groupe Amaury n'est pas économiquement à l'agonie. Il y a d'autres organisations dans le groupe qui rapportent de l'argent, donc cette obstination dont il fait preuve, on a employé le mot pour la rédaction de l'équipe pour Jacquet, mais là apparemment la rédaction la direction campe sur une ligne assez dure. Il y a quand même une cinquantaine de journalistes qui sont menacés, France Football qui va passer mensuel. C'est quand même très 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 lourd à vivre et à digérer pour la rédaction du groupe. J'ai essayé dans mon livre de ne jamais mettre les gens dans des cases définitivement. Personne n'est blanc, personne n'est noir, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Que c'est Deschamps, je crois, qu'a remercié Bernard Tapie. Donc que Deschamps ait fait son profit de ce qu'il a vécu à l'OM, oui, pourquoi pas, j'ai rien contre, j'y étais pas, je ne peux pas l'apprécier. Reste que cette période de l'OM est quand même très sensible, et la réaction de Dimeco, quand mon passage sur RMC, sous prétexte que j'avais évoqué l'affaire de 93, Dimeco me dit « oui, mais tu as la mémoire sélective, pourquoi tu n'as pas parlé de ci et de ci et de ça ?» Écoute, Eric, j'ai parlé de choses que j'avais vécues. On est allé à Marseille avant la Coupe du Monde 98 avec Aimé Jacquet. J'ai rencontré des gens. J'ai vu comment ils étaient imprégnés de leur OM, etc. Donc, moi, je ne peux pas évoquer tous les soupçons. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai même été tenté de lui dire que pour le titre de 93, supprimé du palmarès de l'OM, et il est resté vacant au palmarès officiel de la Ligue, il ne faut pas pousser beaucoup des gens comme Arsène Wenger ou autres
pour dire que c'est un moindre mal pour l'OM qu'on ne l'ait privé que de ce titre-là. Sous-entendu, il s'est passé, mais ça ne date pas du temps de Tapie. L'OM a toujours été un peu chaud bouillant, voire sulfureux. Il nous a offert des personnages tout à fait improbables. Et bon, voilà, donc j'enfonce pas l'OM, j'enfonce pas Tapie, mais bon, je peux pas ne pas dire ce dont j'ai été témoin, qui a été condamné par la justice. Tapie a fait de la prison, voilà, donc... voilà, ben c'est Marseille, c'est l'OM et ça traîne son cortège d'histoire. On ne va pas reprocher aux Marseillais d'aimer leur OM et les gens qui l'ont incarné, mais comme je dis aussi dans le bouquin, ils veulent récupérer leur titre de 93 et ils porteront toute leur vie une admiration sans borne à Bernard Tapie au prétexte « Ah, il nous a fait rêver ». Bah ouais, oui, c'est facile de faire rêver avec de l'argent qui n'est pas à toi et en trichant de temps en temps. Hein. Moi, je vais faire rêver tout le monde, j'allais faire des hold-up, j'ai distribué de l'argent, j'ai fait... On va mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Hein. Michel Platini, c'est le football total, pas au sens où l'entendait le Kovacs et son grand Ajax, qui était un bloc équipe. Mais le football total, ça veut dire qu'il a réussi cet alliage si délicat d'exceller au plus haut niveau, à la fois dans la créativité, dans l'organisation du jeu, dans la lucidité de la passe et dans la finition. Il a quand même été meilleur buteur de l'Euro 84 avec 9 buts sur 14 marqués par l'équipe de France. Et je me souviens de ce France-Yougoslavie à Saint-Étienne, un but du droite, un but du gauche, un but de la tête. Donc la plénitude de son talent est tout à fait exceptionnelle. Comme tu dis, son image a été un petit peu écornée parce que, en fait, il est plus... c'est ce côté dilettante et insouciant qui lui joue des tours. Mais bon, ils étaient convenus. Normalement, il ne réclame pas ses sous, et 9 ans après, parce que leurs relations sont un peu distendues, et que Blatter se représente de nouveau pour un mandat, alors qu'il aurait dû laisser la place à Platini déjà, Platini lui réclame cet argent. Puis là, il y a à l'intérieur de la FIFA des mécanismes qui se mettent en jeu pour lui barrer la route, parce que Blatter ne veut surtout pas qu'il y ait accès. Donc voilà, c'est... Enfin bon, il a tellement bien illustré le jeu que moi, je n'en veux pas. Je peux pas. C'est le surdoué. C'est le surdoué qui n'en a pas, qui ne le cache pas, qui affiche ses ambitions. À 12 ans, il disait à ses parents je vais gagner plein de titres et je serai ballon d'or. Il n'en doutait pas et je pense qu'il le sera un jour. Et des surdoués ou des très doués, on en a connu beaucoup qui se sont égarés en chemin parce que l'entourage, les blessures, ou un coup de moins bien dans leur résolution à faire tout ce qu'il fallait pour rester au top. Et Kylian, lui, il a des parents exceptionnels qui le guident dans ses choix sportifs. Bon, il a de moins en moins besoin d'être guidé parce que maintenant, le bonhomme arrive à maturité quand même s'il est encore très jeune. Et puis, tout ce qui n'est pas purement sportif dans la carrière de Kylian a été confié à un cabinet d'avocats qui a eu l'excellente idée, à mon sens, même si ça peut sembler un peu préfabriqué, de tout de suite cadrer les choses et de dire à tous les gens de la profession, de communicants, de metteurs en scène ou autres qui avaient à gérer l'image de Kylian, de donner un certain nombre de recommandations, si vous le filmez, le décor, la musique, les valeurs qu'il veut défendre, l'authenticité, la spontanéité, surtout pas le calcul ou la retenue, etc., etc. Et c'était un document que j'ai trouvé extrêmement pertinent et professionnel. Et la preuve en est que jusqu'ici, sauf erreur, j'ai pas vu que Kylian se soit égaré dans des publicités douteuses ou des choix qui correspondaient pas à son image.